Minute par minute, le procureur de Nantes a donc détaillé les moments lors desquels l'adolescente de 16 ans a poignardé plusieurs lycéens. Si les 3 dernières victimes ont été frappées au hasard, la première jeune fille décédée de ses blessures a été ciblée intentionnellement. Des faits, vous allez voir, d'une violence inouïe qui explique l'immense émotion ressentie par les élèves. Ceux qui le souhaitaient se sont retrouvés aujourd'hui dans l'établissement. Sophie Chevalreau, Chloé Barbeau et Loïc Gorgibus. Habillés en blanc, les élèves se rassemblent dans leur établissement pour rendre hommage à leurs camarades. Certains accompagnés de leurs parents. Elle avait un besoin, ouais, de se recueillir, de mettre une fleur. Puis après, être entourée avec ses camarades. Ça touche en tant que parent, ça me touche énormément. Parce que là, ils ont peur de retourner à l'école, en fait. Sur ces pancartes, des messages destinés à l'adolescente poignardée à mort. Un peu plus tôt dans la journée, de nombreux collégiens et lycéens ont été accueillis par la cellule psychologique mise en place dans leur établissement. Un besoin de parler du traumatisme qu'ils ont vécu. On pense à ça et ça nous a un peu choqués. Quand on était dans le collège, on nous a dit de courir, de se cacher parce qu'il y avait quelqu'un avec une arme blanche. Et après, ça nous a mis une peur en nous. Car certains ont vécu l'horreur. Plusieurs dizaines d'élèves ainsi que leurs enseignants ont été auditionnés pour comprendre le déroulé des faits. L'assaillant entre d'abord dans une première classe. Il s'en prend à une seule élève avec une violence inouïe. Il a donné 57 coups de couteau sur le corps de cette victime. Et donc devant tous les élèves et la professeure, le mis en cause donnera des coups de couteau exclusivement sur cette jeune fille. Pourtant, il la connaissait et l'appréciait. Ce n'est pas par hasard qu'il s'en prend à elle. C'est la seule personne avec laquelle il entretient de bonnes relations au sein du lycée. Il entre ensuite dans une seconde classe et attaque 3 élèves au hasard, les plus proches de l'entrée. Alerté par les cris, un technicien en informatique met fin à l'attaque. Il voit de dos le mis en cause avec le couteau à la main et donc il décide de lui asséner un coup de chaise dans le dos et sur le crâne. Le lycéen le poursuit avec sa lame de 20 cm. Avant que l'informaticien l'isole dans un sas, il contacte la police. Elle intervient 8 minutes plus tard. Quelles étaient les motivations de l'assaillant? Il n'a été entendu que peu de temps avant d'être interné en psychiatrie et n'a pu donner aucun mobile cohérent. Et le procureur a également donné les premiers éléments qui ressortent de cette enquête. Il s'agit de déterminer le mobile de cette attaque. Et le profil psychologique de l'adolescent inquiétait ses proches depuis longtemps, notamment sa fascination pour Hitler. Écoutez les précisions d'Amandine Creff et Maureen Bajac. Il est décrit par tous comme un jeune homme solitaire, avec peu d'amis. Ce soir, le procureur de la République de Nantes détaille la personnalité trouble de Justin P. Dans cette personnalité, il résulte assez clairement une forme et une certaine fascination pour Hitler. Cette fascination a été repérée par le personnel enseignant de l'école dans laquelle il était, puisqu'il dessinait Hitler. Le sous-directeur de l'établissement décide de le convoquer avec sa mère la veille des vacances de Pâques. Alertée par son comportement, depuis janvier, elle lui a fait rencontrer à 6 reprises des éducateurs de la maison des adolescents de Nantes. Avant de passer à l'acte, il s'était scarifié le front dans les toilettes. Il s'agit d'un jeune, à l'évidence, suicidaire. Il avait écrit au feutre sur les murs un certain nombre de phrases, l'une d'entre elles étant qu'il souhaitait qu'on lui tranche la gorge. Justin P. dit aussi n'avoir jamais subi de harcèlement. Alors pourquoi s'en est-il pris à 4 de ses camarades? Le premier mobile qu'on peut écarter, c'est une potentielle relation affective avec la jeune fille qu'il a tuée. Pour avancer sur ses motivations, les enquêteurs vont étudier ce document de 13 pages adressé à ses camarades de classe. Il y dénonce notamment la mondialisation, les méfaits de la technologie ou la destruction de l'environnement. La qualité de la prose utilisée dans ce message peut effectivement nous questionner sur son auteur réellement. En tout cas, lui indique que c'est lui. Sa garde à vue a été écourtée. Interné en psychiatrie, il rejoindra une unité spécialisée dans le suivi des adolescents suicidaires en dehors de la région.
À ce jour, cet internement ne remet pas en cause sa responsabilité pénale. Et alors que cette affaire a relancé ces derniers jours le débat autour des portiques à l'entrée des établissements scolaires, sachez que le ministère de l'Éducation nationale a publié ces chiffres aujourd'hui. Depuis un mois, la police a organisé 1 millier de contrôles aléatoires à l'entrée des établissements. 94 armes blanches ont été saisies lors de ces fouilles inopinées. Face à cette délinquance des mineurs, le procureur de Bayonne a, lui, décidé d'adapter les moyens de pression à sa disposition, notamment, vous allez le voir, pour les consommateurs de cannabis. Ces derniers n'encourent généralement qu'une amende, mais peu la payent finalement. Le parquet a donc décidé de leur confisquer leur téléphone portable quand celui-ci a servi à commander la drogue. Baptiste Guénet, Hortense Villatte et Jean-Vincent Molinier. C'est la nouvelle consigne du procureur de Bayonne aux policiers sur le terrain. Sanctionner les consommateurs de stupéfiants en saisissant leur téléphone. Cet adolescent vient justement d'être contrôlé en possession de quelques grammes de cannabis. Quel âge tu as? J'ai 15 ans. T'as 15 ans? Tu consommes depuis longtemps? Non. Il a contacté son dealer via les réseaux sociaux. Là, t'as acheté où et comment alors? Sur Snap. Sur Snap? Direction le commissariat. Après avoir été entendu et avant toute condamnation, son portable peut être saisi. Cette sanction, appliquée ici depuis quelques jours, change la donne pour les policiers, notamment lorsqu'ils ont affaire à un mineur. Globalement, c'était une audition, une mesure de protection et une remise aux parents, tout simplement. Donc en termes d'effet dissuasif, on est très en deçà de la saisie de son téléphone, qui, pour le coup, est une vraie sanction. Sûrement la pire sanction pour un adolescent. Et pour les policiers, peut-être l'occasion de remonter jusqu'au réseau de trafiquants. Mais avant cela, ils doivent prouver que le téléphone a bien servi à acheter la drogue. Jusqu'alors, la plupart des consommateurs contrôlés étaient sanctionnés par une amende, 200 €. Mais à Bayonne, elles ne sont payées que dans un tiers des cas et elles ne s'appliquent pas à tout le monde. Pour le procureur, il fallait donc trouver une alternative. Une sanction immédiate à l'égard de personnes qui ne sont pas forcément la cible de l'amende forfaitaire, qui n'est pas applicable aux mineurs, par exemple, ou qui n'a pas d'intérêt à l'égard de personnes qui ne sont pas solvables. Le ministre de la Justice souhaite généraliser cette mesure partout en France. Dans une circulaire, le garde des Sceaux demande à tous les procureurs d'appliquer la saisie du téléphone portable de manière systématique.